Vidaline, c'est un logiciel qui va vous permettre de gérer toute votre entreprise. Donc c'est un logiciel tout en un qui va vous permettre de pouvoir faire des devis, des factures, signer vos contrats de manière électronique et même d'envoyer vos recommandés. Donc c'est une solution simple qui a été développée par moi et mon entreprise qui va vous permettre réellement d'avoir une vision 360 de votre entreprise. Selon votre besoin, il y a plusieurs offres qui vous offrent à vous, une offre basique, starter ou premium. Bonjour à tous. Dans cette vidéo, on va parler de EKS, on va parler de AWS reInvent. Donc, c'est quoi AWS reInvent? Donc, le reInvent, en fait, c'est un événement annuel qui a lieu à Las Vegas et qui est organisé par Amazon. Donc, c'est un événement dans lequel Amazon profite pour pouvoir présenter ses dernières features, les dernières fonctionnalités qu'ils ont développées au cours de l'année. Donc, c'est un événement qui est souvent très attendu en fait par les développeurs, par les gens de l'infra, en fait, tous ceux qui travaillent sur AWS, parce qu'il y a souvent des annonces très pertinentes avec souvent des grosses avancées majeures qui sont annoncées. Donc moi, ce qui m'a surtout intéressé cette année, je n'ai pas fait le déplacement à Las Vegas, mais j'ai suivi un peu à la distance les annonces. Et j'ai des annonces notamment très pertinentes, notamment sur Kubernetes, qui m'ont particulièrement qui a attiré mon attention. Et je vous parle de ça parce que dans cette chaîne, on fait des tutoriels je vous présente de manière gratuite des fonctionnalités sur Kubernetes. Voilà. Donc il y a un gros Kubernetes centrique sur cette chaîne. Donc c'est pour ça que j'ai décidé d'en parler un peu de ces nouveautés-là. Donc sur EKS, donc Amazon a annoncé deux principales features. Bon, avant de parler de EKS en détail, il faut savoir ce que c'est que EKS en fait. Donc EKS, comme bon, j'aurais dû peut-être mieux contextualiser. Il faut savoir que dans le monde de Kubernetes, il y a deux façons de travailler sur des clusters. Donc, vous pouvez décider il y a même trois façons. Vous pouvez décider d'avoir votre infrastructure on-prem dans lequel vous installez votre Kubernetes, vous le configurez, donc vous gérez tout, le contrôle, tout ce qu'il y a dans le control plane, donc etcd, kubeAPI, etc. Donc, vous gérez vraiment toutes les parties master, plus les nœuds. Donc, ça, c'est côté on-prem. Ou vous pouvez avoir un mode dans lequel vous allez chez le cloud provider, vous créez des instances et vous aussi, vous configurez votre cloud provider. Donc ça, c'est le premier mode en fait. Donc soit côté cloud, soit côté on-prem, vous gérez vraiment tout. Donc vous gérez votre cluster. Maintenant, il y a un second mode que proposent notamment les cloud providers, là, donc que ce soit GCP, que ce soit Amazon, que ce soit Azure, dans lequel ils vous disent, en fait, on va gérer le control plane pour vous, donc on va gérer le master pour vous, et vous allez focus que sur les nœuds. Donc c'est-à-dire que, quoi? Donc, quand vous allez aller, par exemple, prendre un service manager, c'est ce qu'on appelle le service manager. Vous allez prendre un service à manager sur Kubernetes. Dans le mode manager, en gros, vous n'avez pas accès au control plane. Donc, tout ce qui est etcd, kubeAPI, controller manager et l'API server, enfin, vous n'avez pas accès à ces éléments-là, en fait. C'est géré par le cloud provider. Donc, chez Amazon, c'est AWS, c'est EKS. Chez Azure, c'est AKS et chez Google, c'est GKE en fait. Donc, eux, ils vous disent que vous n'avez pas accès à ça. Par contre, les nœuds, vous avez accès à vos nœuds. Donc, vous pouvez définir les nœuds, autant de nœuds que vous voulez. Vous pouvez définir que vous voulez 3 nœuds sur votre cluster, 4 nœuds sur votre cluster. Vous pouvez définir les types de nœuds que vous voulez. Par exemple, vous voulez des nœuds de 10 gigas, des nœuds de 5 gigas, etc. C'est vous qui définissez un peu ça. Et ensuite, derrière, c'est vous qui allez aussi installer les éléments pour pouvoir faire tourner votre cluster correctement. Donc, il y a des éléments de base qui sont installés. Par exemple, tout ce qui est disque, tout ce qui est ingress, tout ce qui est truc, c'est vous qui allez maintenant installer sur le cluster pour pouvoir gérer ça. Voilà. Donc, ça, c'est un peu l'état de l'art. Et à peu près, on va dire que tout se valait. Donc, que ce soit GKE, EKE, AKS, bon, chacun a des avantages et tout. Voilà, tout se valait un peu. Sauf que là, avec ce qu'Amazon a annoncé lors du reInvent, il y a eu pour moi un gros changement. Avec ça, je pense que EKS va prendre de l'avance sur les autres en fait. Donc, c'est quoi? Donc, il y a deux principales annonces qui ont été annoncées par les équipes d'Amazon. Donc, là, c'est lors du reInvent. Là. Donc, je vous présente quelques-unes rapidement. Donc, là, au niveau des annonces qui ont été annoncées lors de ce reInvent-là concernant Kubernetes, notamment EKS, voilà, puisque c'est EKS, c'est Manager, il y a deux annonces qui ont été faites. La première, c'est l'Hybrid Node, en fait. L'Hybrid Node, ça dit quoi? L'Hybrid Node dit simplement que
vous avez des processus que vous ne souhaitez pas migrer dans le cloud, mais sur lesquels vous voulez faire tourner Kubernetes, Amazon dit ceci, on va vous donner accès à notre Kubernetes, donc à EKS. Par contre, vos nœuds sur lesquels tournent vos pods, vous pourrez rester ça côté on-prem. Et ça, c'est un vrai changement en fait, parce que avant, qu'est-ce qui se passait? Avant, si vous voulez pouvoir tourner dans Kubernetes, il fallait que vos nœuds tournent aussi dans le cloud. Et ça, pas mal de DS étaient réfractaires, parce que pour certains traitements, ils disaient, mais on va pas les faire tourner ça dans le cloud pour des raisons de sécurité et tout. Donc, ce qui fait que Amazon, ils ont dit, ben, en fait, on va aller adresser ces clients, on va leur dire, vous voulez pas utiliser, migrer sur EKS, vous voulez pas faire Kubernetes parce que vous avez peur de, vous continuer à gérer votre Kubernetes on-prem parce que vous voulez pas que vos nœuds, que vos applications tournent dans le cloud, pas de problème. On vous laisse tourner vos nœuds chez nous, dans votre, sur votre on-prem, sur votre data center. Par contre, on vous décharge de toute la partie euh, complexe qui est de gérer en fait le control plane, de gérer toute la partie master. Et ça, c'est un gros changement en fait, c'est une grosse annonce en fait. Donc maintenant, la condition, il faudrait quand même qu'il y ait des VPN, qu'il y ait une connexion VPN entre votre on-prem et Amazon, ou bien qu'il y ait un direct connect en fait, pour que ça puisse marcher en fait. Donc c'est vraiment ça l'intérêt en fait. Et il ne limite pas. Donc vous pouvez très bien avoir une architecture dans laquelle vous avez certains nœuds qui vont être dans le côté on-prem pour des opérations sensibles et d'autres qui pourraient être dans le cloud pour des opérations moins sensibles en fait. Et ça, c'est assez puissant en fait. Donc forcément qu'il y a des agents qu'il faudra installer sur vos machines en fait pour aller faire tourner. Je suppose aussi que ça va être des machines qui sont sur du Linux parce que je vois mal faire tourner ça sur du Windows. Et c'est super intéressant en fait. Et maintenant, vous aurez une vision complète. Donc c'est-à-dire que vous allez avoir tous vos nœuds on-prem et dans le cloud qui sont gérés par le même cluster en fait qui sont dans Kubernetes. Et ça, c'est super. C'est une super annonce en fait qui, je pense, que vont inciter pas mal de gens à migrer vers le cloud. Mais après, il faudra voir ce que ça va donner sur le long terme en termes de perf, quoi, notamment en termes de latence réseau, comment ça va se gérer. Mais c'est pour ça d'ailleurs qu'ils ont précisé que c'est vraiment pour des. Si vous êtes en direct connect ou bien si vous avez un VPN puissant avec certaines maths passantes. Quoi. Et ça, c'est vraiment pas mal. Donc, la deuxième annonce qui a été faite, qui est aussi super pertinente, en fait, que je trouve aussi. Voilà, celle-là, je pense vraiment géniale, que je vais essayer de la tester rapidement. C'est ce qu'ils appelaient l'EKS Auto Mode, en fait, pour pouvoir gérer, simplifier la gestion de vos clusters Kubernetes. En gros, ce qui se passait quand vous avez EKS, c'était quoi? Donc, Amazon gérait la partie master, ça c'est très bien. Voilà, donc vous n'avez pas à gérer les mises à jour, les patchs de sécurité, etc. Mais il y avait encore un gros travail à faire. Donc, moi, par exemple, c'est le cas de mes clusters qui sont sur EKS, qui avait encore un gros travail à faire sur la gestion, en fait, de vos composants, des composants, notamment les drivers pour les disques, comme c'est marqué là, le scaling des nœuds, la gestion des ingress, la partie networking, la gestion du patching de vos nodes pour les mettre à jour, l'optimisation des coûts. Donc, il y a quand même encore un travail qui était non négligeable. Et ça, c'est ce qu'il y a en fait chez tout, ce que ce soit sur Amazon, chez AWS, chez Azure avec AKS ou bien chez Google avec GKE. C'est à peu près, vous avez ce travail-là à faire. Donc, qu'est-ce qu'ils se sont donc dit chez Amazon? Ils se sont dit, bon, il y a plus en plus de gens qui ne veulent pas gérer ça. Voilà, on leur simplifie déjà le fait de pouvoir gérer le master, mais il y a encore beaucoup trop de travail. Comment est-ce qu'on peut encore aller plus loin? Comment est-ce qu'on peut faire que, au niveau des opérationnels, en fait, ils ont juste à gérer leur image, en fait, et non gérer le reste. Un peu comme avec ce qu'ils ont, le service ECS, où les utilisateurs ne géraient plus grand-chose, en fait. Donc, là, ils ont donc mis en place l'automode en fait. Et l'automode, c'est quoi? C'est que vous allez dire à Amazon que je veux un cluster Kubernetes, je veux qu'il soit géré en automode. Et c'est AWS qui va se charger de tout faire, qui va se charger d'installer en fait tous les composants que vous avez besoin de faire tourner votre cluster en parallèle, que vous gérez avant, comme par exemple la gestion de vos drivers, les drivers pour les disques, les drivers pour le FS, pour les disques, comme j'ai dit. Vous allez gérer toute la partie scaling. Donc, c'était vous qui devez définir le nombre de nœuds que vous voulez sur votre machine. Parfois, il y avait des aberrations qui étaient faites. Parfois, c'était trop surdimensionné ou moins dimensionné. Il fallait gérer, par exemple, Carpenter qui se permet de gérer les nœuds là. Moi, j'ai eu à le faire personnellement. Et parfois, il faut s'assurer, il faut faire les mises à jour de Carpenter, etc. Pareil pour vos ingress, il fallait gérer le contrôleur pour gérer vos ingress là. Donc les ingress, en fait, c'est ça qui permet de faire la relation entre le monde extérieur
et votre monde intérieur, quoi. Donc les ingress notamment qui permettent de créer des load balancers, etc. Et il y avait tout aussi une partie qu'il fallait gérer vos nœuds en fait. Donc c'est vous qui allez définir euh, vos nœuds et parfois ça se faisait à tâtons. C'est-à-dire que ceux qui n'avaient pas Carpenter, parce que Carpenter il faut le gérer, il y a des gens qui étaient réfractaires à aller sur Carpenter par exemple, c'était eux-mêmes qui géraient le nombre de nœuds qu'ils avaient besoin, le nombre de types d'instances qu'ils avaient. Et c'était quand même un travail non négligeable. Donc avec l'automode, en fait, vous allez créer un cluster Kubernetes et Kubernetes va faire le reste. C'est-à-dire quoi? Si vous avez par exemple pas de traitement, Kubernetes ne va pas scaler des nœuds en fait. Je pense qu'il y a quand même un minimum de nœuds qu'il doit mettre un nœud, mais théoriquement, il ne peut ne pas scaler de nœuds s'il n'y a pas de process d'application sur votre cluster. Et si la charge augmente sur votre cluster automatiquement, via Carpenter notamment qui est inclus dans le truc, vous allez pouvoir euh, votre cluster va pouvoir se scale automatiquement en fait. Vous n'aurez plus à gérer ça. Et ça, c'est un vrai changement de paradigme en fait, dans l'univers de Cube en fait. Parce que là, en fait, on est vraiment dans la philosophie no ops en fait. Donc en gros, l'objectif d'Amazon vraiment de plus en plus, c'est de pouvoir donner la puissance aux développeurs. C'est-à-dire que vraiment faire en sorte que les développeurs puissent être de plus en plus autonomes, qu'il n'ait pas besoin d'un DevOps, d'un SysOps qui va leur dire ah, c'est pas prêt et tout. Donc c'est vraiment redonner la main aux devs en faisant ça. Et c'est super puissant en fait. Donc ça, je vais très rapidement poker ça. Je vais très rapidement tester ça parce que j'ai un nouveau cluster que je devais créer pour des besoins d'infra, voilà, pour mes tests en interne. Et je vais le créer avec avec l'automode, quoi. Donc, je vous montrerai comment ça marche. Je vais pouvoir tester, voir les subtilités, etc. Donc, ça va être l'objet d'une prochaine vidéo. Mais ça, c'est super intéressant. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Moi, personnellement, je trouve que c'est vraiment un gros changement, ça. Donc, ce qu'Amazon propose là, le mot de l'automode, quoi. Donc, moi, concrètement, sur mes clusters qui sont sur EKS, voilà, je prenais pas énormément de temps parce que j'automatisais pas mal de choses, mais je prenais quand même, allez, 3 heures par semaine, en jamais week-end, pour pouvoir tout checker, mettre à jour, etc., etc. Mais ça, j'aurais même plus à faire ça, en fait. Et c'est assez puissant, en fait. Par contre, j'ai vu qu'Amazon, en fait, il disait que les éléments sont installés au niveau du système. Par exemple, pour gérer les ingress, les contrôleurs pour les ingress, les contrôleurs pour les disques. Avant, c'était des pods qui étaient dans votre cluster. Mais de ce que j'ai lu dans la doc, en fait, maintenant, ils disent que c'est les éléments système qui sont installés directement dans le système, donc les éléments qu'Amazon gère, en fait. Donc, vous ne les verrez plus apparaître dans les pods, quoi. Donc, c'est ce qu'ils disent, quoi. Mais il y a quand même quelques questions qui se posent, quoi. Notamment, voilà, comment la migration quand on veut quitter le mode normal vers l'ancien mode, là, enfin, quand on était en mode de manager vers l'automode, en fait, comment est-ce que on gère tous les contrôleurs qui sont déjà installés, en fait, comment c'est géré, comment est-ce qu'on gère les comptes. Donc j'ai hâte de pouvoir tester ça et vous faire des retours. Voir. Mais sur le papier, ça allait quand même assez puissant. Donc on va s'arrêter là et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo dans laquelle on va essayer de créer un cluster en mode autonome. Allez, très vite. Avant de se séparer, n'hésitez pas à aller jeter un œil sur le livre que j'ai rédigé qui s'appelle Mastering Kubernetes Debugging. Donc c'était un livre que j'ai développé j'ai commencé à écrire ça en début d'année. Donc ça m'a pris 6 mois pour rédiger ce livre-là, dans lequel j'ai concentré en fait mes 7 années d'expérience à gérer des clusters Kubernetes tout seul, comme je l'ai dit précédemment. Donc c'est vraiment un livre qui se veut hands-on, dans lequel je vous montre comment j'explique un peu l'architecture de Kubernetes, mais surtout je détaille comment est-ce que vous pouvez résoudre des vrais problèmes en production sur les clusters Kubernetes. Donc n'hésitez pas à aller jeter un œil, c'est disponible sur Amazon. Et il y a un code promo qui est mis dans la vidéo pour ceux qui sont intéressés. Donc n'hésitez pas à aller l'acheter, à le tester et me faire des retours en fait. Donc c'est vraiment un livre sur lequel j'ai mis en œuvre tout mon savoir-faire sur Kubernetes. J'ai hâte de pouvoir vous lire et je vous dis à très vite.